Ça balance pas mal sur Sud Radio. On va aller très loin. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait très loin. Oui, c'est le Salvador. Le Salvador, en Amérique latine, la République du Salvador. Eh bien, il s'est passé des choses tout à fait passionnantes. C'est le l'hymne national du Salvador qu'on entend. Il s'est passé des choses très intéressantes dont on n'a pas beaucoup parlé encore dans les médias et ailleurs. C'est qu'il y a 5 ans a été élu un nouveau président, un jeune président qui s'appelle Nayib Bukele. Alors, il faut rappeler, nous sommes avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, qu'on accueille toujours avec plaisir. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Je viens avec plaisir. Dites-moi alors, rappelez-nous d'abord ce qu'était la situation au Salvador il y a 5 ou 6 ans. Alors, il y a 5 ou 6 ans. Alors en fait, les choses peuvent même remonter jusqu'aux années 90. Dans les années 90, ce sont des immigrants salvadoriens aux États-Unis qui ont créé des groupes des gangs, on appelle ça des gangs de rue, des gangsters. Ah, c'est parti des États-Unis. C'est parti des États-Unis. Ce sont les Salvadoriens aux États-Unis, donc la diaspora salvadorienne, qui était principalement à Los Angeles, qui a créé des gangs. Vous savez, aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup de gangs d'Afro-Américains, etc., et d'autres hispaniques. Et les Salvadoriens se sont unis dans un gang qu'on a appelé les Maras. Alors on a la MS-13 notamment, et donc tous ces gangs-là, on les appelle les Maras. Et ils étaient aux États-Unis dans les années 90, et à partir des années 2000, les États-Unis ont eu une politique anti-gang un peu plus forte, et donc ça a expulsé pas mal les gangs des États-Unis, et ils sont retournés au Salvador. D'accord. Et là, pendant une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, les gangs ont mené le pays à la baguette. Des extorsions. Ah oui, diriger le pays. Ils ont dirigé le pays. Ils tenaient la rue. Tous ces membres-là tenaient la rue. Ils se promenaient fièrement dans les rues salvadoriennes. Ils vivaient d'extorsion, évidemment, de raquettes, de braquage, de ils tout ce que vous voulez. Quoi, le narcotrafic, c'était alors, pas tant que ça, le narcotrafic. C'est quoi? Mais ils vivaient de quoi, alors? Ils vivaient d'extorsion, de raquettes. Comme la mafia. Carrément. C'était de la mafia sicilienne. Voilà, c'était on faisait payer les marchands, les épiciers, tout ça, vous payez, etc. Et donc, ça avait en plus un poids économique absolument énorme pour le pays. Et donc, ça se passait comme ça, et ils étaient complètement à leur aise. Ils allaient parfois en prison, mais premièrement, ils convoquaient des conférences de presse dans les prisons. Ils menaient leurs affaires. Comme en France d'ailleurs, ils menaient leurs affaires depuis les prisons. Ils avaient même pour projet de lancer un parti politique dans les années 2017-2018. Donc vraiment, les choses étaient... On va pas se gêner. Quitte à avoir le champ libre, autant en profiter. Autant en profiter. Donc tout se passait bien pour eux jusqu'à l'élection de Nayib Bukele. Là, Nayib Bukele, qui est en 2018. 18, c'est ça. Oui, 18. Bukele, lui, qui est plutôt conservateur, mais qui est quand même une figure un petit peu différente, qui disait, voyez, ça fait 20 ans que les politiques salvadoriens font n'importe quoi, ils règlent pas les problèmes, notre pays devient, et a raison, il avait complètement raison, un enfer, si vous voulez. Oui, on pouvait pas circuler le soir, la nuit, enfin, on pouvait pas circuler, on pouvait pas vivre. Moi, je n'ai jamais vu un taux d'homicide aussi élevé. Le taux d'homicide, c'est la mesure vraiment pour calculer le plus simplement la violence d'une société. L'état de sécurité du pays, oui. Ils étaient à 100 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est le taux le plus élevé que j'ai vu depuis longtemps. Ils sont bien au-dessus du Venezuela aujourd'hui, de l'Afrique du Sud. Le plus élevé du monde, 100 homicides pour 100 000 habitants. C'était le taux le plus élevé du monde. La France n'a probablement jamais connu ce taux-là de son histoire. Je pense que même pendant les invasions barbares, on n'était pas à ce taux-là. Au Moyen-Âge, en France, pour vous donner un exemple, on est autour de 20 homicides pour 100 000 habitants, au Moyen-Âge. Et donc, Nayib Bukele arrive et lui dit, moi je négocie plus. Je négocie plus et je vais vraiment combattre les Maras. Il a dit ça dès le départ. Il a dit ça dès le départ, mais il a commencé progressivement. Il n'a pas tout de suite dit non plus, on vous envoie tous en prison, comme il l'a fait ensuite. Il l'a fait progressivement. Et donc les Maras sont rentrés dans la danse. Et on dit, ah bah vous êtes Monsieur le Président, vous essayez de nous mettre des bâtons dans les roues, et ben on va répondre. Alors les Maras convoquent des conférences de presse dans la prison, ils disent on va répondre, on va égorger tout un tas de personnes dans la rue, et notamment, c'est ce qu'ils finissent par faire. En mars 2022, il y a eu un petit peu un temps fort à ce moment-là, c'est que les Maras font une opération, un week-end noir, dans lequel ils tuent des centaines de personnes au hasard dans les rues. Et là, Nayib Bukele... Comment ? 2022, mars 2022. Et là, Nayib Bukele dit, bon, la récréation est terminée, maintenant, état d'urgence. Il fait changer tout un tas de lois, notamment au niveau pénal, tout un tas de lois pénales, de fonctionnement de la justice. Et il dit maintenant, et il lance la construction d'une énorme prison. Ils ont appelé le CECOT, le centre de confinement du terrorisme, parce que là-bas, c'est peut clairement être assimilé au terrorisme, avec 40 000 places. 8 mois
pour construire cette prison de 40 000 places. C'est une prison dont on ne peut pas sortir. Juste un mot, une petite parenthèse. Ça fait 15 ans qu'on nous parle de 15 000 places de plus dans les prisons en France et on est à 3 000. Donc 8 mois, 40 000 places. 8 mois, 40 000 places. Une prison au top de la technologie, qui n'a pas exactement les mêmes normes en termes de confort des détenus qu'en Europe, mais en termes de technologie de sécurisation, c'est bien mieux probablement que toutes les prisons françaises. Pour rentrer dans une prison, j'ai vu pas mal de reportages de CNN, etc., où tout le monde est obligé de dire que c'est parfait le fonctionnement de cette prison. Il faut passer 3 sas de sécurité, etc., etc. Les téléphones sont brouillés. Ah bah oui, en France, on nous dit que les mafieux peuvent continuer leurs affaires grâce à leur téléphone. C'est un scandale, les téléphones brouillés en prison. Voilà, vous imaginez, ils pourront pas continuer à faire leur trafic de drogue. En France, on nous dit que c'est absolument impossible. Là-bas, au Salvador, ils le font, alors qu'ils ont un PIB par habitant 10 fois inférieur à celui de la France. Donc, à partir de mars 2022, il met combien de gens en prison, en fait? 40 000 places. 40 000 places de prison dans ces centres-là, qui sont entièrement rempli de maras. Alors là, je vous ai dit que les procédures étaient allégées. Effectivement, vous avez un tatouage. Après, c'est pas non plus complètement subjectif. Un tatouage dans ce gang-là, vous avez un tatouage sur votre visage, de toute façon, c'est quand même assez objectif. Puis avec les avocats, je crois pas que les avocats sont présents dès le... C'est beaucoup simple. Alors, c'est très simplifié. Enfin, en guillemets. C'est très simplifié, mais pour autant, il y a toujours une procédure. Ils ont toujours des avocats, ils passent devant un juge, c'est bien un juge qui décide ou non de les mettre en prison. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, j'ai vu un reportage très amusant de CNN là-dessus. On a beaucoup parlé, mais les tatouages, c'est pas suffisant comme mode de preuve. On a mis en prison des gens qui ne devaient pas y être. Oui, et c'est vrai. Être tatoué, c'est vrai, il y en a eu, et il y en a un qui a été interviewé par CNN. Alors, très amusant ce qu'il dit, parce que lui, il a passé 8 mois en prison, tout seul. Il parle de sa fille qui ne l'a pas vue pendant 8 mois, qu'elle pensait être une catastrophe, etc. Et le journaliste de CNN lui demande « Mais qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la politique de Nayib Boukele ?» Et là, pour vous dire à quel point la situation, c'était un enfer, c'est devenu un paradis en termes de sécurité. Le monsieur qui a passé 8 mois en prison à tort parce qu'il avait des tatouages sur les bras, il dit: mais je comprends le président Boukele, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, même si je suis un dommage collatéral. C'est CNN, hein, c'est pas Fox News ou c'est pas. C'est pas. Donc, pour vous dire à quel point la vie des gens a changé, ils sont passés donc de 100 homicides pour 100 000 habitants en 2015. Là, aujourd'hui, ils sont en dessous du Canada, qui était le pays le plus sécure des États-Unis. Ils sont à combien, on sait à peu près d'homicides aujourd'hui? Alors, on a souvent les données en retard. En 2023, ils étaient autour de 2. La France est à 1,5. 2 homicides. 2 homicides pour 100 000 habitants. Donc ils arrivaient dans le niveau européen. On est à 1,5 en France. Nous, on est à 1,5, mais ils sont en baisse. Et donc là, certainement qu'ils sont en dessous de la France là pour 2024. Ils sont assez loquaces là-dessus, ils publient pas mal de données. Le président Boukele qui est très actif sur Twitter. Et il a été réélu triomphalement l'année dernière. Oui, absolument. Oui. Et puis il a surtout un taux de popularité de plus de 90%. Moi, j'ai vu aussi, très amusant, un reportage par la télé salvadorienne d'une mère de famille dont le fils était gangster et était dans la prison. Et donc, cette mère de famille fait une petite manifestation. Elles sont 15 mamans de gangsters qui font une manifestation. Et on lui tend un micro et on lui demande pourquoi est-ce qu'elle est là. Elle raconte qu'elle a son fils dans la prison, que c'est n'importe quoi. Et dit, et par ailleurs, le reste de ce que fait le président Boukele, vous pensez quoi? Ah bah c'est vrai que quand même il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées, les prix ont beaucoup baissé dans les magasins, etc., etc. Donc vraiment, le Salvador, il faut pas avoir peur des mots. Vous savez, le Salvador, c'est un pays qui a été nommé en l'honneur du sauveur, le Christ. Hein. En l'occurrence, ils ont eu un autre sauveur, qui est Nayib Boukele. Il y a parfois, c'est un vrai miracle ce qui s'est passé, et en criminologie, moi qui baigne un peu dans ce milieu-là, j'observe ce qui se passe dans diverses sociétés. C'est la première fois qu'on voit ce genre de... C'est la première fois, je crois. C'est la première fois. Il y a eu une autre expérience qui est assez fameuse, mais qui en fait qui est pas du tout dans les mêmes proportions. C'est les États-Unis dans les années 90. Tolérance zéro avec Giuliani à New York et compagnie. Avec la tolérance zéro, construction de places de prison massive et effectivement incarcération massive, division par 2 en l'espace de 3-4 ans du taux de crimes violents. On voit les résultats. C'était un petit miracle. Juste un mot là, alors il faut être un peu, là je vais non pas vous provoquer, mais vous allez provoquer. Est-ce que c'est un exemple à suivre en France? Est-ce que c'est applicable? Très fort, dans les conditions, la France c'est la France, le Salvador est le Salvador, mais quand même on parle du matin au soir de l'insécurité, vous êtes bien placé pour le savoir, on parle de justice, on parle des failles de la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné, est-ce que quand même on peut pas se dire, regardez les résultats du Salvador,
peut pas le méditer et agir. Alors je vais vous répondre en deux temps. Je vous dirais non et oui. Non, pourquoi ? Parce que le Salvador était dans une situation complètement différente de la France, il ne faut pas exagérer. On a beau avoir une criminalité du quotidien et latente qui est très élevée, qui est beaucoup trop élevée pour un pays occidental, et on est probablement le pays le plus dangereux d'Europe. Pour autant, la situation est quand même complètement différente. 100% 1000 habitants, je vous dis, c'était du taux d'homicide complètement délirant. Oui, bien sûr. Et voilà, ça a appelé aussi. On n'est pas dans la jungle comme. Non. La France n'est même pas comparable à d'autres pays d'Amérique latine. L'Amérique latine est quand même un continent qui, pour beaucoup de raisons historiques, voilà, il y a plusieurs peuples, il y a une histoire coloniale, etc., qui fait que la violence est quand même très très élevée en Amérique latine. Alors, on va parler de la France, on va parler de ce qu'on peut faire, hein, au-delà même du Salvador. On en a parlé déjà avec vous, Pierre-Marie, mais il faut le rappeler parce que on voit bien quand même qu'il y a des failles. Ce n'est pas des failles, ce sont des béances en France. Ouais. Et par rapport à la justice, et par rapport à la punition, à part la sanction, et par rapport aux prisons, etc. On va en parler juste après cette petite pause. Et bien entendu, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans quelques instants, on revient sur la situation au Salvador. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, pour parler de l'expérience du Salvador de Nayib Bukele. Parce que nous, ça nous intéresse aussi. Hein. Je sais qu'on parle beaucoup de sentiment d'insécurité, on en parle de moins en moins. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité. Hein. Et c'est pas parce que ça ne vous est pas arrivé à vous que ça n'existe pas. Il faut quand même le rappeler toujours. Hein. C'est trop facile sinon. Alors. Ouais. Pierre-Marie Sèvres, très concrètement, vous avez dit la France n'est pas le Salvador, vous avez expliqué les spécificités du Salvador et d'ailleurs de l'Amérique latine, il y aurait beaucoup à dire, mais en France aujourd'hui, on est en 2024, on sait ce qui se passe, on va pas reprendre les chiffres, vous les connaissez mieux que tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'expérience du Salvador ? Tous les pays au monde qui veulent réduire leur insécurité doivent s'inspirer du Salvador parce que le Salvador n'a rien inventé. Il a beau être, Nayib Bukele a beau être le premier dirigeant du pays, dans le monde moderne, à faire une expérience comme celle-ci, il n'a rien inventé. Moi, quand j'étais en études de droit, on m'a appris les 5 fonctions de la peine pénale. Une peine pénale qu'on décerne, qu'on donne à un criminel. Elle a 5 fonctions. La première fonction, je vais en citer qu'une pour pas perdre tout le monde, c'est la neutralisation. La neutralisation, c'est-à-dire qu'un criminel ou un délinquant, exactement, quand il est retiré de la rue pour être mis en prison, il ne commet plus de crime ou de délit. En tout cas, dans la rue, il peut en commettre en prison, mais normalement non. Mais c'est le premier but de toute peine pénale. Et donc, le Salvador n'a pas révolutionné quoi que ce soit, il n'a pas réinventé l'eau chaude. Il a dit bon bah très bien, on va neutraliser. Les moyens. En fait, exactement. C'est ça. Le Salvador nous prouve que quand on met les délinquants en prison, ils sont donc plus dans la rue. Il n'y a donc plus d'homicide. Et on a un pays d'une sûreté complète. Alors, juste continuons, on vous dit, oui, d'accord, la prison, mais à un moment donné, ils ne sont pas à prison à perpétuité, il faudra qu'ils sortent. C'est-à-dire, on vous répond toujours ça, oui, la prison, mais la prison n'est pas la solution. Alors, moi, je pense que oui, la prison est la solution. C'est même il n'y a pas d'alternative à la prison. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi en criminologie, c'est qu'on le sait, c'est que la criminalité diminue fortement avec l'âge. L'âge auquel on commet le plus de crimes et délits, c'est 18-20 ans. Et en gros jusqu'à la trentaine. Mais à partir de 30 ans, tous les criminels et les délinquants, au quasi, à part ceux qui ont vraiment une pathologie très grave, les tueurs en série, etc., qui sont quand même une minorité dans la quantité, et c'est pas ceux que vous avez croisés dans votre quotidien. Donc la prison calme quand même. La prison calme. Et donc il y a une période de la vie où il faut calmer ces personnes-là. Il faut calmer jusqu'à leurs 30 ans, en gros. En gros, ça dépend de chaque individuel, évidemment. On peut pas faire de généralité, mais en gros, il faut avoir une grande vigilance à ce moment-là. Et si ces gens-là ressortent à 30, 35 ans, 40 ans, qu'en prison, ils ont même pu passer des diplômes, qu'ils ont pu réfléchir, parce que ça, on n'y pense plus du tout, mais qu'ils ont pu réfléchir au mal qu'ils ont fait, aux victimes, à la société en général. Ils ont pu réfléchir à leur propre avenir. L'exemplarité, quand même, à un moment donné, et puis c'est pas ça, il faut aussi mettre le taquet. Mais complètement. S'ils savent qu'ils vont ressortir 2 jours après avoir fait leur truc, et parce qu'un juge de liberté de la détention va leur dire mais allez-y les gars, voilà. Et je vous avais promis de pas citer d'autres fonctions de la peine. La deuxième fonction de la peine, c'est la dissuasion.
Ben oui, la dissuasion est fondamentale tout autant. Et si on a l'impression, comme les délinquants ont l'impression aujourd'hui en France, qu'ils ne seront pas poursuivis, ou alors s'ils sont poursuivis, ils auront une peine pas en prison, et si même s'ils ont une peine de prison, ils ressortiront 6 mois avant ou à la moitié de leur peine, et bien évidemment ils ne sont pas dissuadés et ils encouragent la criminalité. Et à l'inverse, il y a un cercle vertueux quand on dissuade et qu'on neutralise. Eh bien écoutez, voilà, on dira aux responsables français, regardez du côté Nayib Bukele, peut-être qu'il y a des choses à faire. Merci Pierre-Marie Sèvres. Merci beaucoup à vous.